Merci beaucoup, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour se poser cette question qui est celle de ce livre qui n'est pas encore sorti, donc ce n'est pas celui que je vous dédicacerai tout à l'heure, je vous dédicacerai le précédent si vous venez, mais qui pose une question qui est vraiment d'actualité. Je me promenais là sur le salon et il n'y a pas un stand qui ne promet pas que l'IA va résoudre tous vos problèmes. Ça vraiment c'est formidable, c'est le sujet universel. Moi, mon sujet de recherche, de manière générale, c'est la prise de décision. Vous prenez tous des décisions de recrutement, de promotion, de choix de formation, de tas de choses. Et une des questions qu'on me pose toujours, c'est qu'est-ce que l'IA veut dire pour la décision? Et donc j'ai écrit ce livre avec un collègue qui est un spécialiste de l'IA, et on a essayé d'apporter une réponse aussi pragmatique que possible à cette question, pragmatique mais raisonnée. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est un tout petit aperçu de ce qu'on raconte dans ce livre, en essayant de prendre un angle IA. Alors d'abord, quand je parle de décision, précisons de quoi on parle, parce que l'IA fait des tas de choses. L'IA fait énormément d'automatisation. Personne ne le dit comme ça, parce que dès qu'on dit automatisation, on s'imagine que ça va détruire des emplois, et d'ailleurs, c'est le cas. Mais en réalité, une grande partie de ce que fait l'IA, c'est qu'elle automatise des tâches que des humains faisaient et continuent à faire, en les faisant généralement mieux qu'eux, ce qui est une différence par rapport à l'automatisation traditionnelle. Donc ça, c'est une première application qui ne consiste pas à décider. Quand vous demandez à ChatGPT d'écrire un texte à votre place, ce n'est pas une décision que ChatGPT prend pour vous, c'est votre travail qui fait à votre place. Ensuite, l'IA peut faire des tas de choses qui relèvent de l'innovation. Et là, on parle de choses que les humains ne sauraient pas faire et que l'IA sait faire. C'est un petit peu plus préoccupant. Mais la chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui et qui en général nous préoccupe encore plus, c'est la décision artificielle. Il y a l'intelligence artificielle, ça y est, tout le monde a compris ce que c'était. Encore que tout le monde, je ne suis pas sûr. Mais il y a aussi la décision artificielle. Et dès qu'on parle de décision artificielle, tout le monde s'inquiète beaucoup. Et il y a quelques grands messages qui reviennent à peu près universellement. Le premier message, c'est attention, attention, l'humain doit toujours garder la main. Les humains doivent garder le contrôle. Il est très important, nous disent ici des tas de sources, que nous soyons toujours au cœur des décisions. Dès que j'entends une conversation au hasard d'un couloir, c'est « oui, oui, j'utilise l'IA, mais quand même, je vais garder le contrôle ». Donc c'est un principe sur lequel tout le monde a l'air à peu près d'accord. Le deuxième principe sur lequel tout le monde a l'air à peu près d'accord, et qui d'ailleurs sous-tend le premier, c'est qu'au fond, l'IA c'est bien, mais l'IA avec l'humain travaillant la main dans la main, ça sera toujours mieux. C'est un message qui a le grand avantage de nous garantir que notre job est sûr et qu'on ne va pas être remplacé. Et donc on trouve pour soutenir ce point de vue un tas de mots, un tas de messages. Par exemple, l'IA est intelligente, bien sûr, ça on ne peut pas lui enlever ça, mais elle manque de jugement, ou elle manque de discernement, ou elle manque de subtilité, ou elle n'est pas capable, comme le disait encore littéralement avant-hier le patron d'un fonds d'investissement, de prendre des thoughtful decisions. Donc l'IA peut réfléchir, mais elle ne peut pas être thoughtful. Vous apprécierez la nuance. Et puis la troisième chose qu'on entend bien sûr beaucoup en RH, c'est que l'IA fait des erreurs, et en particulier, l'IA, nous le savons tous, a des biais. On a tous entendu les histoires des biais de l'IA, les biais sexistes, les biais racistes dans les systèmes de recrutement, les biais des systèmes de reconnaissance d'image, les biais des cartes de crédit qui donnent un crédit aux hommes mais pas aux femmes à revenu égal. On a tous entendu ces histoires-là. Tout ça est absolument vrai, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez avant qu'on continue. Et donc, je voudrais vous proposer de voter à main levée sur 3 options. Je vous les dis d'abord, et puis ensuite on vote. Option 1. Dans les années qui viennent, l'IA va me remplacer, elle prendra les décisions à ma place. Option 2, dans les années qui viennent, l'IA ne me servira à rien et ne m'assistera pas, je ne suis pas du tout concerné, et d'ailleurs je me demande ce que je fais ici. Option 3, l'IA bien sûr m'assistera, mais je validerai ses propositions au cas par cas, qui est évidemment l'option dominante. Alors, option 1 d'abord, option 1, il y a des gens qui pensent que l'IA va les remplacer complètement. Très bien, bravo pour votre honnêteté. Option 2, des gens qui pensent que l'IA vraiment rien à faire. Option 3, voilà, option 3 à l'unanimité. Donc quand je vous disais que c'est des points de vue assez partagés, je vois qu'effectivement, nous les partageons. Alors, je vais tenter de faire un truc qu'on dit à tous les speakers de ne pas faire. C'est de vous suggérer que ce point de vue que nous partageons tous est problématique. Il est problématique pour une raison excessivement simple, mais à laquelle on ne pense pas forcément la preuve. La raison simple, c'est que si l'IA est meilleure que nous, c'est très compliqué de la superviser. Et si elle n'est pas meilleure que nous, il faut se demander pourquoi on l'utilise. Et donc en pratique, quand on dit qu'on va
Au cas par cas, se demander si l'IA a raison ou tort pour prendre une décision. Pour prendre une décision, j'insiste là-dessus. On se retrouve dans la situation où quand elle est d'accord avec nous, on dit « Ah bah, je savais bien que j'avais raison ». Et quand elle n'est pas d'accord avec nous, on dit « Bah non, là, elle a tort ». Et donc, en fait, on n'est pas en train d'améliorer notre jugement, on est juste en train de devenir plus confiant dans nos décisions sans éviter nos erreurs. Alors, si ça vous paraît théorique, je vous montre 2-3 informations qui vous montrent que ça n'est pas théorique du tout. Voilà une
de quelqu'un qu'on cherche, que vous allez donner à un chasseur de tête par exemple, ou aujourd'hui à une IA, ben vous allez lister tout un tas de choses. Et puis quand on vous demande de les prioriser, vous allez dire « Ah, ben ça dépend, on verra en fonction des candidats qu'on va voir, s'il y en a un qui est particulièrement fort là-dessus, peut-être que ça peut compenser ça ». Ce qui est évidemment tout à fait normal, logique, humain, pratique. Mais là où ça pose un problème, c'est qu'une IA ou un modèle informatique en général va avoir beaucoup de mal à faire ça. Pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'elle a besoin que vous lui disiez ce que vous voulez. Ça, c'est vieux comme le monde. Ici, je suis tombé sur une citation de John von Neumann, qui est un des pères de l'informatique en général et de l'intelligence artificielle en particulier, qui disait dans les années 50, « Vous me dites qu'il existe des choses qu'une machine ne peut pas faire. Dites-moi précisément ce qu'une machine ne peut pas faire et je vous construirai une machine qui le fera. » Mais le mot-clé dans cette phrase de John von Neumann, c'est « précisément ». Et si vous n'êtes pas capable de dire précisément ce que vous voulez, vous risquez d'avoir une machine qui va vous donner précisément ce que vous ne voulez pas, avec beaucoup de confiance et sans que vous ayez la possibilité de contrôler ce qu'elle est en train de faire. Alors pour répondre à ce problème, l'IA moderne a une promesse qui est formulée de diverses manières par divers fournisseurs de solutions et par l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle générative, qui est en fait de dire « Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me dire ce que vous voulez, je vais m'inspirer de vos choix passés, je vais apprendre à partir de vos décisions passées, vos données, vos choix passés vont me servir de données d'entraînement, et donc je vais construire un modèle qui va cloner les personnes que vous allez chez vous. » Le mot « cloner » est effectivement utilisé par certains fournisseurs de solutions de recrutement. Alors, bien sûr, vous ne voulez pas des clones, personne ne va dire qu'il veut des clones, mais quand on vous dit « je vais trouver des gens qui ressemblent aux gens qui ont réussi chez vous », c'est évidemment une promesse qui est séduisante. Promesse qui est séduisante parce que, au fond, on se dit que non seulement on va trouver des gens qui répondent à des compétences standardisées, mais on va trouver des gens qui correspondent à notre culture, qui vont s'intégrer chez nous, bref, qui ont ce qu'il faut pour réussir. C'est une promesse qui est prometteuse. Elle soulève en réalité au moins 3 difficultés sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La première, c'est que quand on dit les gens qui ont réussi chez nous, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? En fonction de quoi est-ce qu'on dit que des gens ont réussi chez nous? Quand on va fonctionnellement, enfin pratiquement, programmer un modèle pour lui dire « il faut que tu optimises pour un critère de succès », il faut lui donner un critère de succès. Dans les modèles qui font ce type de sélection, c'est généralement la durée dans l'entreprise, le fait qu'on soit resté dans l'entreprise un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est pas mal, mais peut-être que les gens qui sont partis de chez vous, ils n'étaient pas si mauvais que ça, et qui sont partis pour des raisons qui tiennent à vous et pas à eux. Peut-être qu'on va leur donner ensuite d'autres données, on va leur donner des données d'évaluation. Mais les données d'évaluation, comme chacun sait, elles peuvent être sujettes à énormément de variabilité, à énormément de bruit. Il y a énormément de variations aléatoires dans les évaluations. Elles peuvent être également sujettes à des biais, on en a parlé, qui sont la raison pour laquelle vous avez des biais dans les systèmes. Donc, dès qu'on va définir des critères de succès, on va se heurter à un problème compliqué, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que le modèle essaye d'optimiser, et accessoirement à un deuxième problème compliqué, qui est que quand on définit des critères, on court le risque d'avoir effectivement des clones, c'est-à-dire avoir des gens qui sont culturellement, en termes de profil psychologique, en termes de personnalité, etc., beaucoup plus homogènes qu'ils ne l'étaient avant, et de se retrouver en particulier avec des problèmes de composition d'équipe. Je passe rapidement là-dessus. Deuxième problème, deuxième question à se poser, les données sur lesquelles vous allez entraîner un modèle dans cette logique-là vont invariablement et nécessairement reproduire toutes les erreurs que vous avez faites en ne recrutant pas quelqu'un que vous auriez dû recruter. Le modèle ne fera pas l'erreur que vous avez faite en recrutant quelqu'un que vous avez viré au bout de 3 mois en vous disant « mon Dieu, quelle erreur !» Mais tous les gens que vous n'avez pas recrutés alors qu'ils auraient très bien pu réussir chez vous, aucun modèle ne pourra deviner que vous auriez dû les recruter puisqu'ils ne sont pas dans les données avec lesquelles vous allez l'entraîner. Alors on peut toujours vous dire qu'ils sont dans les données de quelqu'un d'autre, mais enfin ça devient plus compliqué de tenir la promesse qu'on vous fait au départ. Et la troisième question, c'est quelle est la validité des méthodes de test avec lesquelles on va vous dire que ces choses ont été faites, question que j'ai déjà soulignée à la page précédente pour dire qu'on n'est pas toujours très exigeant sur les méthodes de test. Donc, je vous invite, quand vous parlez d'IA pour prendre des décisions, encore une fois, je parle ici de décisions et pas de génération de contenu, quand vous utilisez de l'IA pour prendre des décisions, à être très exigeant sur les questions de validité, de données d'entraînement et surtout de définition de l'objectif que vous assignez à un modèle. Ça, c'est la décision que vous devez prendre vous.
La décision qui doit rester entre vos mains, c'est qu'est-ce que je demande à un modèle d'optimiser? Si vous ne prenez pas cette décision très explicitement, ce qui est très difficile parce que l'ambiguïté est beaucoup plus confortable, mais si vous ne prenez pas cette décision très explicitement, vous êtes en fait, tout en croyant que vous gardez le contrôle, en train de le céder complètement, et de le céder complètement à un modèle qui risque de ne pas faire mieux que vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Un dernier mot pour... pardon, je reviens un instant en arrière. Comme tout ça est très difficile à faire, il y a une autre manière d'utiliser l'IA que je veux juste mentionner rapidement parce que ça n'est pas à proprement parler déléguer la décision à l'IA, qui était la question qu'on me posait aujourd'hui, mais qui est de dire, quand on ne peut pas utiliser l'IA comme un outil, on peut quand même l'utiliser comme un partenaire de décision, comme un sparring partner pour échanger, exactement comme on échange avec un collègue. Et partout où on n'a pas un bon modèle d'aide à la décision, partout où les conditions dont je vous ai parlé ne sont pas remplies, parce qu'on n'a pas suffisamment de données ou parce qu'on n'est pas suffisamment capable de définir précisément ses objectifs, ça peut être une bonne idée d'utiliser d'autres formes d'IA pour échanger avec vous, pour vous challenger, pour faire en fait tout ce que vous demandez à vos collaborateurs de faire, et que quelquefois ils ne font pas suffisamment parce qu'ils ne veulent pas vous froisser, ne veulent pas vous challenger trop, ou parce qu'ils ne veulent tout simplement pas perdre de temps. Bref, d'organiser un petit peu de friction, un petit peu d'étincelle dans le dialogue autour des décisions de RH ou d'autres choses. C'est ce que j'appelle ici l'IA comme partenaire de codécision. Et je crois que dans beaucoup de domaines où on n'a pas des données suffisantes ou pas des objectifs suffisamment clairs, ça peut être une alternative intéressante. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il nous reste quelques minutes pour les questions et les réactions que vous pourriez avoir. Merci en tout cas de votre attention. On peut vous applaudir déjà. Merci Olivier. Alors, vous avez une question, monsieur? Alors, on va vous apporter le micro, vous allez vous présenter. Il y a une dame là ensuite qui a levé la main très vite. Voilà, on vous écoute, bonjour. Alors, bonjour monsieur, merci Bonjour. pour votre intervention. Alors, je m'appelle Laurent et je suis ingénieur pédagogique en école d'ingénieurs. J'aimerais que vous précisiez un peu le distinguo entre IA générative et IA décisionnelle, parce que vous semblez dire que les LLM, notamment grand public, qu'on utilise comme ChatGPT, ne sont peut-être pas les meilleurs candidats à qui déléguer les décisions, mais j'ai du mal à voir quelles solutions en fait existent en matière d'IA décisionnelle, entre guillemets. Ben, quand vous avez un système à qui vous donnez tous les CV de vos candidats et qui fait un tri, c'est une IA décisionnelle. C'est pas un LLM, mais c'est une IA décisionnelle. C'est une IA qui prend des décisions pour vous. Soit dit en passant, je fais 2 minutes de publicité, enfin de communication au nom des étudiants que je fréquente tous les jours. Les ATS que vous utilisez pour trier les candidatures, ça serait sympa d'envoyer une réponse quand la réponse est non. Ça serait sympa. Parce que quand les étudiants, quand vous direz dans un an que les jeunes n'ont plus aucun affectio societatis, plus aucun engagement dans l'entreprise et que vraiment ils ne sont pas du tout convaincus de la mission de la boîte et qu'il faut les former, peut-être que la manière dont ils sont traités dans le processus de recrutement fait partie de ça. Donc c'était juste une parenthèse, pardon. Qui a une autre question? Madame, et puis ensuite madame, on va commencer avec vous, qui êtes au premier rang. Bonjour, merci de vous présenter, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors j'aurais une question à vous poser par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que finalement ne pas suivre une recommandation, mettons, de l'IA, ce serait quelque part refuser une remise en question, voilà, de ses convictions, etc. Mais alors, dans ces cas-là, si on suit une décision qui donc n'est pas la nôtre et avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, à qui revient la responsabilité? Un peu comme les voitures qui vont, par exemple, percuter un piéton. Alors très clairement, la responsabilité est la vôtre. La responsabilité est la vôtre. Et c'est précisément pour ça que vous devriez vouloir prendre la meilleure décision possible. Si je vous dis, on va prendre un exemple tout bête, vous êtes médecin. Je vous dis, vous avez le choix entre un vieux stéthoscope et un outil qui fait un électrocardiogramme sophistiqué. Bah, vous voulez le meilleur outil pour prendre votre décision. Pas parce que vous allez déléguer la responsabilité à l'électrocardiogramme, mais alors que le stéthoscope vous impressionne moins. Précisément parce que vous voulez prendre la bonne décision, parce que vous en êtes responsable, vous allez choisir l'outil qui est le plus performant. Donc, le fait que vous décidiez, vous,
que vous allez faire confiance à l'IA, même quand elle n'est pas d'accord avec vous, ne vous exonère pas de votre responsabilité. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une grande confiance dans le choix que vous avez fait de faire confiance à un modèle, de faire confiance à un outil, avant de pouvoir lui faire confiance décision par décision. Mais si on ne fait pas cet effort pour être capable de lui faire confiance, on se retrouve dans la situation intenable où on va le désavouer à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec nous, ce qui veut dire qu'en fait, il ne peut pas nous aider. C'est ça qui est psychologiquement compliqué. On a une autre question avec madame. Merci de vous présenter. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Annette Richter là-bas. Je travaille avec une agence des Nations Unies. Donc, c'est une très grosse structure et je voudrais en fait suivre cette question de responsabilité. Donc, utiliser une technologie ou une artificial intelligence me semble pour très pratique parce qu'en fait, on est débordé. Mais dans mon cas, par exemple, si je utilise cette idée de laisser choisir que cette IA prend des décisions pour moi, j'ai un gros problème après parce qu'il y a des audits internationaux. Et pour chaque réponse, pour chaque personne que je ne recrute pas, je dois donner des justificatives parce que ça devient politique aussi, donc il y a des États membres, etc. Donc, dans quelle manière... c'est une question de liability, en quelque sorte. Donc, je voulais savoir où vous avez fait beaucoup de recherches. Est-ce que vous avez des situations pareilles? Comment on a réglé ces problèmes-là? Et un autre problème, ce que vous venez de dire aussi, donc il faut faire confiance à cette IA, choisir. Mais en fait, ça évolue tellement vite. Des technologies, ça avance. On n'arrive pas à suivre. Il n'y a jamais 100% on peut utiliser. Donc, la question de liability, parce qu'on on doit faire confiance à son partenaire avec laquelle IT qui crée ce truc-là. Donc, nous, on ne peut pas... La question de la responsabilité est très importante. Et on voit bien dans le fait que cette question revient toujours qu'on a un problème avec la machine. Vous déléguez des décisions à des humains tous les jours. Vous leur faites confiance. Pourtant, ils font des erreurs. Ou alors, si vous avez des gens qui sont parfaits, qui travaillent avec vous, envoyez-les-moi, ça m'intéresse. Je préférerais travailler avec eux. Donc, vous déléguez tous les jours des décisions à des gens qui font des erreurs. Pardon ? Vous avez recruté ces gens-là. Et ce que je vous dis, c'est faites le même travail pour recruter une IA que pour recruter ces gens-là. Vous devez, même si la technologie évolue très vite, faire le travail à chaque fois que vous allez utiliser un outil, de valider la qualité de cet outil. Vous devez vous en assurer vous-même. Et ça demande, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, un travail de validation que la plupart d'entre nous ne sommes pas équipés pour faire. Nous avons besoin que des autorités indépendantes nous rassurent sur le fait que l'outil que nous utilisons fonctionne. Quand vous utilisez un logiciel de caisse, je prends des choses basiques, un logiciel de caisse dans un magasin, vous avez confiance dans le fait que quand vous avez tapé 100, puis 300, puis 500, le total va être juste. Ouais. Vous avez confiance, pas parce que vous avez vous-même fait l'addition à chaque fois, parce que vous avez confiance dans la machine. Pas parce que vous comprenez exactement comment elle fonctionne, vous n'en avez aucune idée. Mais vous avez confiance dans la machine parce qu'elle a été validée par une autorité indépendante qui vous assure que c'est un logiciel auquel vous pouvez faire confiance. Nous n'avons pas cette autorité indépendante pour l'IA, nous en avons besoin. Le côté trustable et liable, comme on voilà. disait. On a une dernière question avec monsieur, merci de vous présenter. Merci. Alors déjà, merci pour l'intervention. Je m'appelle Riyad Chabouni, je suis CEO de ITDS, donc on est une ESN. Et nous, ça fait depuis plus de 3 ans qu'on a mis l'IA sur pas mal de process. Et la question que vous soulevez, en fait, par rapport à cette complexité, donc on le voit tous les jours, est-ce que c'est plutôt l'enjeu de se dire il faut stratifier, peut-être classer les enjeux et voir, te dire, pour ces sujets-là, peut-être moins stratégiques ou plus basiques ou autres, bah, on laisse l'IA décider. Et pour les enjeux autres, stratégiques, où il y a peut-être plus d'impact, aller vers plus de la co-décision ou autre. Donc c'est peut-être ça l'enjeu aussi qu'il faut... Alors, je réponds brièvement, parce qu'on me demande de répondre brièvement. Brièvement, je crois que c'est le contraire. Brièvement, je crois que plus une décision est importante, plus on devrait vouloir qu'elle soit bien prise. C'est pas parce qu'une décision est importante qu'on peut accepter de la prendre avec une méthode inférieure. Au contraire. Et donc, si une décision est vraiment importante et vraiment stratégique, on devrait vouloir utiliser la meilleure méthode possible. Si la meilleure méthode possible, c'est l'IA,
Ce qui n'est pas garanti parce que ça dépend de toutes les questions que j'ai soulevées. Mais si la meilleure méthode possible, c'est l'IA, on devrait accepter de l'utiliser, y compris pour des décisions très importantes, comme des décisions, par exemple, de recrutement, qui sont des décisions très importantes. On devrait accepter de l'utiliser parce que c'est la meilleure méthode. Inversement, pour des décisions qui sont sans importance, c'est moins important d'utiliser la meilleure méthode puisqu'elles sont sans importance. Ça, c'est un vrai paradoxe, qui est qu'on a tendance à rejeter l'automatisation pour les choses les plus importantes, alors que c'est là que le coût de l'erreur est le plus important. C'est dommage. Passionnant sujet, passionnante intervention. On peut vous applaudir. Merci en tout cas. Merci à vous.